Salut les rêveurs. Alors déjà merci beaucoup d'être présent pour ce nouvel épisode. Alors c'est un épisode assez particulier pour moi, parce que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, forcément j'avais des personnes qui me donnaient envie de me lancer, des youtubeurs connus, tels que Tom Barrère, le Locoché, Matt Adventure, et évidemment Ben Blake. Alors aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir passer un moment privilégié avec lui, et ce que je vous propose, c'est de partager ça avec vous. Bonsoir Ben. Salut. Alors déjà merci beaucoup d'avoir pris le temps de t'arrêter sur ton road trip. On en reparlera juste un petit peu après, mais ce que je te propose, c'est déjà un peu de te présenter qui tu es, parce que certaines personnes ne te connaîtraient peut-être pas. Ouais. Eh bien, je m'appelle Ben, je me fais appeler plus communément Ben Blake, c'est mon pseudo. On va dire que ma spécialité, c'est la vidéo de voyage et d'évasion à moto. Voilà. Je pense que tu peux pas mieux te décrire en effet. Dans l'idée, ce qui est bien souvent dans une histoire, c'est de parler un peu de comment tu as commencé et comment t'en es arrivé là. Donc c'est vrai que tu avais fait ta première vidéo qu'on connaît à peu près tous, j'ai tout quitté pour un road trip. En général, celle-là, on l'a tous vue au moins 3 fois minimum. Mais tu avais parlé un peu de ton histoire, de ton passé, donc tu as commencé dans la musique. Ouais. C'était ta première passion. Ouais. Donc tu as fait ça pendant 3-4 ans, il me semble. Ça a même été beaucoup plus long. Il y a eu 2 parties. Il y a eu une partie qui a duré 3-4 ans qui était dans un groupe de musique. Il y a eu une autre partie qui a été quasiment la même chose, 3-4 ans, dans l'industrie de l'instrument de musique. D'accord. Donc on est sur quasiment un peu moins de 10 ans. Et après, la moto. Alors, je sais que tu as eu plusieurs étapes avant d'arriver à la moto, parce que finalement, tu as eu une première moto. Ouais. C'était un 50 cm3. Ouais, tout à fait. C'était un TZR 50 de 1998, si je ne me trompe pas. Un 2 temps, donc ça faisait un gros bruit d'abeilles, mais c'était, on va dire, ma première vraiment vraie moto. Et quand j'ai fini en fait le lycée, on l'a... je me souviens plus si on l'a vendue ou si on l'a mise à la casse, mais après c'est un truc qui m'a quitté pendant vraiment une bonne dizaine d'années. Et après la moto est revenue. Voilà. Alors justement, c'est amusant, très souvent les gens continuent leur passion. Ouais. Tu as eu vraiment la passion dévorante de la musique qui t'a pris beaucoup de temps finalement, je pense que c'est lié à ça. Et comment ça t'est revenu ce coup de j'ai envie de retourner à la moto? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ce cap-là? On va dire que la moto est arrivée à point nommé. C'est en fait une réponse à quelque chose qui se passait dans ma vie, à savoir des gros doutes sur ma passion pour la musique. Ça faisait une dizaine d'années que je faisais ça, j'étais un petit peu lassé. En tout cas, je me posais vraiment des questions et puis je manquais un petit peu de cette étincelle, de ce truc qui me donnait envie de continuer. Et en fait, il y a eu un élément déclencheur. J'ai été licencié économique, la boîte a fermé quand je bossais donc dans l'industrie de l'instrument de musique. Et donc, en gros, on m'a dit, écoute, Coco, c'est fini, tu es licencié. On te file tes papiers et puis ciao, bonsoir et débrouille-toi, quoi. Et en fait, je suis parti quelques mois dans le sud chez mon papa, du côté d'Avignon. Et j'ai bricolé pas mal, histoire de faire le vide. Menuiserie, c'est ça que tu as repris un petit peu? Ouais, menuiserie. Et puis, du coup, j'ai eu d'autres cordes à mon arc. J'ai fait de la plomberie et de la faïence. Extra. Il y avait une salle de bain retapée chez mon père. Et en fait, quand tu bricoles, que tu construis des choses, il y a un truc qui se fait aussi avec l'esprit. Donc j'avais vraiment l'impression de construire des trucs dans mon esprit aussi. Et en fait, je suis allé un après-midi prendre un café. Je suis descendu dans le salon, j'ai allumé la télé. Et je suis tombé sur un Italien qui retapait des vieilles motos.
Et je sais pas pourquoi, je l'ai vu, à un moment on le voit sur une route de campagne avec une moto, et il avait la tête d'une espèce de super-héros des années 50 avec un casque-bol et une espèce de vieux masque, tu vois, des années 50. Et je sais pas pourquoi, il y a une espèce de truc qui m'a pris, qui m'a emmené, et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça qu'il me faudrait maintenant, là, tout de suite. C'est cette espèce de... D'échappatoire. Ouais, d'échappatoire, ouais, un truc qui... En fait, c'est une évidence. C'est comme tu tombes sur une nana, tu la vois et tu te dis, c'est évident, c'est elle. Bah là, c'était pareil. C'était cet instant-là, ce moment-là, que je voulais moi aussi vivre. Voilà. Et donc, j'ai décidé de passer le permis moto. Je me suis évidemment rappelé que j'avais une petite 50. Et puis, après, voilà, il s'est passé des tonnes de choses qui m'amènent du coup un peu ici aujourd'hui. Ouais. Alors, ce qui est un peu ton leitmotiv, je remarque, c'est que tu as souvent besoin d'une passion pour avancer, quelle qu'elle soit, hein, Ouais. que ce soit le paysage, l'aventure, la liberté et autres. Et d'ailleurs, c'est une des choses aussi qui fait ta différence dans le milieu de la moto, enfin à mes yeux. C'est pour ça aussi que je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. C'est une des réalités, c'est que très souvent on voit des aventuriers, ils parlent de leur road trip, ils ont une façon d'en parler. Et toi, tu as une façon d'écrire ton aventure qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on connaissait. D'accord. Clairement. Quand on en parle autour de nous, c'est l'image qui en sort. Tu as une certaine forme de poésie pour parler des événements. Et justement, cette écriture, elle t'est arrivée d'où? Parce que quand est-ce que tu as commencé réellement à écrire tes textes? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Non. Non, pas du tout. C'est un truc que j'ai découvert, en le faisant. En fait, je saurais pas te dire. C'est un truc. C'est instinctif? Pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que je dois écrire un texte, c'est toujours un peu de la souffrance, parce qu'il faut se creuser. J'aime bien le travail bien fait, j'aime bien quand c'est joli, quand il y a un début, un milieu, une fin, et qu'en fait, ça. J'aime bien qu'une personne puisse écouter ce que j'ai écrit et puisse se dire c'est cool, j'ai l'impression qu'il m'a offert quelque chose. Alors j'y arrive pas à chaque fois, j'espère y arriver de temps en temps, mais j'ai très peur de la vidéo très oubliable, du truc qui passe et puis t'oublies. Mais c'est très dur d'écrire correctement. Et c'est un truc qui m'est venu, je sais pas. Tardivement? C'est vraiment dans ta première vidéo que tu as eu ce déclic? Parce que quand tu prends ta première vidéo qui pour toi peut être aujourd'hui une vidéo qui est ancienne, qui t'a permis d'être un peu vu et reconnu par rapport à ça, très souvent quand on regarde nos premiers essais, on n'est jamais trop content de ce qu'on en a fait. Est-ce que quand tu la regardes aujourd'hui, tu dis j'avais trouvé le bon truc et c'est ce que je voulais faire? Ou est-ce que tu as ce côté un peu perfectionniste qui ressort? Alors elle est bourrée de défauts techniques, mais après il y a plein de gens qui m'ont dit que ça faisait le charme aussi du truc. Tout à fait. C'est qu'en fait on voit que j'ai bricolé avec 3 bouts de scotch et une paire de ciseaux, et qu'en fait ça fait partie du truc. Donc franchement tant mieux. Mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte qui illustre cette vidéo, je l'ai écrit sans jamais imaginer que ça serait vu par qui que ce soit. Donc en fait c'était un journal intime. Je me suis juste dit j'écris et puis c'est tout en fait. Il y avait aucune et en fait quand tu te dis que tu l'écris que pour toi, tu es d'une sincérité totale. Et en fait c'est un peu un accident cette histoire quoi. Parce que j'ai écrit que pour moi et il se trouve qu'elle a eu la résonance qu'elle a eue. Et je pense que du coup, vu que je ne m'étais mis aucun filtre, c'est peut-être ça qui a plu aux gens qui l'ont vu. Ouais. Je pense qu'à travers ton histoire, on s'est tous retrouvés un peu. Que tu aimes la moto ou pas, on s'est reconnu dans ton histoire. Ah ouais. La déchéance de rater quelque chose dans sa vie, le besoin de trouver de nouvelles passions, l'envie de retrouver un nouvel état d'esprit, etc. Et tout ça, je pense qu'on s'y retrouve et c'est ta force aujourd'hui. Ouais. Donc je tiens à te le dire quand même, parce que pour moi, je pense que je ne suis pas le seul à te le dire, mais je te le dis quand même de vive voix. C'est impressionnant de voir à quel point tu peux être force de maturité et d'envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est quand même une prouesse parce que c'est pas donné à tout le monde. Je
sais pas, je t'avoue, ça me fait vraiment plaisir à entendre, hein, mais c'est vrai que la monotonie me terrifie et même dans mes vidéos, j'ai constamment besoin de me recréer. Ouais, ça me pose parfois des problèmes parce que c'est mon métier, et donc parfois il y a que ce soit des partenaires ou des gens qui disent bah non, on aimerait bien ça. En fait, oui, mais c'est pas moi. Je leur dis en fait non, on va aller plus loin, on va faire autre chose, on va faire quelque chose de différent, on va essayer de toujours se challenger. J'y arrive pas toujours, ça c'est sûr, mais parfois je me dis ah, là t'as passé un step, là t'as fait un truc un peu différent. C'est pour ça que là je suis en train de faire un tour de France en sidecar, et on n'est plus sur du 2 roues, on est sur du 3 roues, et c'est un état d'esprit qui est très 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 différent de la moto. Donc voilà, pour répondre à ta question. Justement, une des choses que j'ai remarqué dans plusieurs de tes vidéos et qui revient très souvent, c'est cette peur d'une certaine manière de ne plus réussir à faire ce que tu aimes. Ouais. Alors je sais pas, je pense qu'on l'a tous à un certain niveau. Toi, tu as vécu des choses qui ont fait que tu es monté très haut, puis tu es redescendu, puis tu es remonté très haut, puis tu es redescendu. Donc tu as peut-être cette crainte. Mais il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était celle où donc, tu apprends que tu es l'heureux gagnant du Moto Festival ou à l'Alpe Moto Festival Aventure, je vais essayer de le dire. Ouais. Et je sais qu'avant, tu expliques que tu ne te trouvais pas légitime à être là. Et ce qui t'avait choqué, c'était que le public ne t'avait posé aucune question. Ouais. Ça, je me souviens de cette remarque et je me suis dit, peut-être parce que justement, il n'y avait rien à ajouter, tout était parfait. Je sais pas, moi j'ai tout de suite vu ça comme un genre, ce que j'ai fait c'est naze, ou ça intéresse personne. Après, il faut quand même savoir que c'était pré-Covid. Ouais. Et en fait, les mecs présentaient des films. T'en avais un qui faisait le tour du monde en Harley. T'avais des mecs qui voyageaient partout dans le monde. Et j'étais je sais pas si j'étais le premier, mais en tout cas, dans ce festival-là, j'étais le premier arrivé avec un truc d'un mec qui part avec sa petite moto et qui fait un tour de France. Donc je comprends en fait que ça ait pas forcément parlé à ces gens-là, les gens dans le public en tout cas. Voyage. Ouais, qui venaient à l'Alpe Aventure en se disant en fait, moi je veux poser des questions à un mec qui est parti au Népal ou je ne sais où. Et c'est sûr que un petit gars qui débarque avec son Tour de France, ça a peut-être pas dû forcément les stimuler, tu vois. De la même manière. Après, c'est aussi un truc que tu as réussi à développer, c'est redonner envie en fait de redécouvrir notre France, qui est quand même juste fantastique, tu le dis très bien. Et tu reviens souvent à un endroit qui m'a marqué, d'ailleurs, je m'excuse parce qu'à la base on devait se rencontrer là-bas. Pour des raisons personnelles, je ne peux pas m'y rendre, donc je te remercie encore une fois d'avoir fait une pause à Montpellier. Mais les Pyrénées en l'occurrence, et ce fameux lac de Soulsem, je le dis bien. Qu'est-ce qui te plaît dans cet environnement qui fait que pour toi c'est un peu l'apothéose de ton voyage à chaque fois? En fait, il se trouve que j'ai fait une photo là-bas qui est devenue un peu, je sais pas si je peux dire le mot emblématique, c'est un peu prétentieux, mais on va dire c'est une photo qui a été... Quand j'ai écrit mon premier article qui était publié sur le Huffington Post, la nana qui mettait en ligne l'article, elle m'a dit « Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo de vous ?» Et donc je lui envoie cette photo-là. Et en fait, il se trouve que par la force des choses, cette photo est devenue... virale. Ouais, en tout cas, c'est celle qui m'a servi le plus à illustrer mon propos. Et c'était d'ailleurs une photo qui est juste prise à l'arrache avec un vieux Samsung. Mais bon, c'est arrivé comme ça. Donc cette photo a été prise devant l'étang de Soulsem, l'étang ou lac, je sais plus. Et donc forcément, cet endroit est devenu un peu un symbole pour moi-même, duquel j'essaie de m'émanciper un petit peu, je commence à y arriver. Mais j'ai fait gagner ma moto qui m'a servi. J'ai fait gagner ma moto à un gars il y a 1 an et demi à peu près. Et l'an dernier, quasiment un petit peu plus d'1 an, donc c'était pour le 31 décembre 2020, pardon. Je l'ai emmené à l'étang de Soulsem en plein hiver. Vous avez fini à pied, ouais. Et on a fini à pied, oui, forcément il y avait de la neige, donc c'était un peu compliqué.
Mais ouais, donc cet endroit est vraiment emblématique. Là, je sais pas si je vais y passer, je suis pas sûr, parce que je veux plus que ce soit un endroit, tu vois, duquel je dépends trop. C'est important, je trouve, les symboles, c'est bien, mais en même temps, ils t'enracinent et puis ils te fichent dans un truc où tu te dis, putain, je ferai jamais mieux que tel ou tel truc. Donc, faut surtout pas, faut se méfier de ses propres symboles, quoi. C'est Voilà. joliment dit. Donc tu parlais justement de ton nouveau voyage, et je voulais qu'on y vienne rapidement, justement. Alors pourquoi un sidecar? Alors j'ai fait, il y a combien de temps? Il y a 8, peut-être 10 mois, j'ai fait un Nice-Brest avec une 125. Et sur la route, il y a l'ami d'une très bonne amie qui m'a envoyé un message qui me dit ah, j'ai vu que tu faisais un Nice-Brest, j'ai un sidecar, j'ai envie de bouger, est-ce que ça te dit je t'accompagne sur une partie du truc? J'ai dit franchement trop bien, parce que les sidecars je connais pas et ça a l'air d'être trop marrant. Donc je dis ouais vas-y viens, il n'y a pas de problème. Et en fait il m'a accompagné de l'Auvergne jusqu'à la Bretagne, donc la pointe de Pénire. Et en fait il se trouve que j'ai découvert un monde à part où ça a beau être une moto sur le côté, je pense que c'est un des seuls véhicules qui fait peur à personne. C'est tout le monde, il y a un capital sympathie sur les sidecars qui est gigantesque. Cet après-midi, j'étais en Camargue et en fait, tout le monde te fait des signes. On te dit, ouais, c'est trop cool, c'est génial. Alors qu'en fait, ça pollue tout autant que cette moto-là ou une autre bécane, tu vois. Bien sûr. Donc il y a un truc, je pense, côté un peu guerre après guerre. Voyage, ouais. Ouais, voyage, un truc hyper ludique qui plaît à un large panel de personnes, quoi. Alors, il est de quelle marque, lui, celui-ci? Alors, c'est Shangjiang. C'est une marque chinoise qui est importée en France depuis pas très très longtemps. Et c'est une marque qui, en revanche, fabrique des sides en Chine depuis plus de 60 ans. Donc, on est sur du savoir-faire vraiment cool. Et en fait, j'ai eu aucun problème. Je suis parti de Lille. Je suis à, je crois, 2000 km, un truc comme ça. Et il a fait des températures très très négatives. Il a vraiment mangé pas mal de routes là depuis que je suis parti. Et ça s'est super bien passé. C'est un moteur qui est très inspiré de la Kawasaki ER6N. D'accord, on est sur increvable. Ouais, c'est increvable. Et puis voilà, c'est top. J'ai rien eu de. En fait, j'ai rien à dire. Ça se passe super bien pour le moment. Alors, des questions bêtes et méchantes, mais quand tu prévois ce type de voyage, que ce soit avec ce véhicule ou un autre, c'est une question qui peut certainement revenir souvent, comment tu t'organises? Est-ce que tu prévois toujours ton road trip à l'avance? Est-ce que tu le fais un peu à l'arrache au fur et à mesure? Est-ce que, voilà, ça c'est des questions qui, à mon avis, reviennent quand même souvent. Alors, c'est très souvent à l'arrache. C'est très souvent à l'arrache. Parce que en ce moment c'est compliqué avec le Covid, il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement du matériel. Donc j'ai beaucoup de choses qui arrivent à la dernière minute. Ouais. Donc j'attends toujours, c'est toujours... je reçois des colis, des machins, des trucs, du matériel de partenaires. Donc en fait, ce que je dis souvent, c'est que depuis que je fais ce boulot, je ne fais que m'adapter, je ne fais qu'improviser tout le temps. Tout le temps. Là, je le dirais dans la vidéo, dans le premier épisode, mais par exemple, j'ai été arrêté pendant un mois. Pendant un mois, j'ai été bloqué à la montagne. Pour une raison que du coup je vais expliquer dans l'épisode. Mais là, c'était de l'impro, mais total de chez Total, quoi. Donc, de toute façon, si t'aimes le voyage à moto et des solutions. Le bivouac, le machin, ta vie va devenir trouveur de solutions professionnelles et tu passes ta vie à improviser tout le temps. Parce qu'il y a toujours un truc qui change, un machin, un truc.
Mais c'est bien, ça permet de philosopher, en fait, quand il t'arrive un truc, tu te dis, bah, c'est pas grave, m'en fiche. Ça, c'est un constat que je fais. Alors, est-ce que c'est peut-être dans tes vidéos que tu es comme ça, ou dans la vie de tous les jours, mais cette philosophie que tu apportes, même quand tu rencontres des difficultés, très souvent, on a l'impression que tu es tellement zen qu'en gros, ça te passe, mais au-dessus, mais à 100 000. Alors que peut-être que c'est juste dans la vidéo que tu es comme ça et qu'en gros, tu le subis un peu plus quand même. Rassure-moi. Ça dépend, non, mais ça dépend des trucs. Après, je suis quand même de nature ultra zen, en Ouais. fait. Tu as cette force-là. Je sais pas si c'est une force, mais en tout cas, c'est de toute façon, que tu t'énerves ou pas, qu'est-ce que ça change, quoi. Ça fait du bien, tu sais. Ouais, non, mais parfois, j'insulte des automobilistes comme tout le monde dans mon casque, hein, mais, Ah, c'est bon, ça me rassure un peu quand même. mais de toute façon, en fait, tant que c'est pas grave, si t'as une galère, tant qu'elle est pas grave, ça se transforme toujours en bon souvenir, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, on en rigole. Tant que tu te pètes pas une jambe, que tu te fais pas mal quelque part, t'en rigoles toujours. Tu as raison. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt, on va dire, un peu plus tendu. Mais ça dépend des tempéraments, on est bien d'accord. Bah ouais. Dans ton dernier voyage que j'ai regardé, ta dernière vidéo, c'était La Réunion. Mm. D'ailleurs, je félicite tes amis, ils ont l'air complètement fous, j'adore. Franchement, j'ai adoré l'épisode au niveau humain et j'ai juste adoré. C'est ta première expérience un peu à filmer en dehors de la zone, on va dire, territoire français, hein, la métropole. Ouais. Comment tu l'as vécu? Super bien. J'ai adoré en fait le changement de vraiment manifeste bah, par exemple de végétation, tu vois. La philosophie aussi peut-être? Ouais, là, oui, bien sûr, ils sont cool là-bas, hein. Il y a pas de stress, hein. Tranquille quoi. Et c'est aussi cool, c'est vraiment sympa. Et puis en fait, vraiment, j'adorais l'idée en fait d'aller de faire 10 000 km en avion, mais tout en restant en France. Voilà. Et c'était trop bien. Et de toute façon, je pense que l'année prochaine, je vais continuer en faisant Guadeloupe, Martinique, tu vois, des trucs comme ça. Bien sûr, c'est une excellente idée. Et puis en fait, on voit tellement peu de... Faut dire que c'est cher d'aller dans ces endroits-là. Un peu quoi. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Mais en même temps, c'est des territoires, on va dire, que j'ai l'impression, moi, un peu perdu en termes de contenu vidéo moto. Donc je suis ravi d'aller là-bas et de pouvoir ouvrir mes caméras et puis essayer de faire un peu honneur à ces endroits-là, quoi. Ouais, c'est très très bien dit. C'est vrai que le niveau, enfin ce qu'on voit des motos là-bas, c'est du tuning. Ouais. Ou les roues levées, classiques, hein, parce que c'est la seule chose qu'on montre dans ces sociétés-là. Ok, et une question là, ça va être peut-être lié un peu à moi, mon besoin de savoir, un peu comprendre. Le matériel que tu emmènes dans tes vidéos, parce qu'on se dit toujours, ouais, mais il est en bivouac, comment il fait pour charger son matériel, comment il fait pour ci, pour ça. Comment tu t'organises? Parce que c'est vrai que quand tu pars 5, 6, 10, 15 jours, on n'y va pas de la même manière. C'est que de la démerde. J'ai des batteries pour recharger des batteries. J'ai pas tant de choses que ça. Parce qu'en fait, plus j'ai de matos, plus c'est compliqué logistiquement parlant. Ouais, bien sûr. J'ai 2 boîtiers photo. Je travaille avec Leica, donc j'ai un SL2S et un Q2 qui est vraiment un appareil photo pur mais qui fait un peu de vidéo. En fait, j'ai pas 2 boîtiers pour jouer les prétentions, les machins, mais pour une seule et unique raison, c'est que quand je pars en trip aujourd'hui et que je dois réaliser une vidéo, j'ai un engagement auprès des partenaires, donc je dois ramener quelque chose. Et le problème, c'est que si j'ai un appareil photo qui tombe en rade, il faut absolument que je puisse filmer. Oui, continue ton aventure quand même. Voilà, donc aujourd'hui j'ai tout en double. J'ai 2 boîtiers, j'ai 2 GoPro, j'ai 2 drones. Donc j'ai mon drone principal qui est le R2S, Mavic R2S. Et j'ai un Mini 2, donc un tout petit, pratique. Qui est très pratique et vraiment qui pèse rien. Parce que j'aime bien cracher les drones, ça m'est arrivé quelques fois. Et en termes de batterie, c'est une prise sous la selle. Et puis tu recharges comme tu peux. Quand je dors chez quelqu'un, si parfois je vais dans un bar pendant 2 heures, je branche, je me démerde. Et c'est que de la bricole.
tout le temps, que de la bricole. Il n'y a pas de recette... Miracle. Non, zéro. C'est que de la bricole, quoi. Et t'es du genre à dérusher tous les soirs? Oui. Ouais, donc tu regardes toutes tes vidéos et tu fais tes pré-découpages ou tu dérushes simplement et tu attends d'être rentré chez toi pour faire tes montages? La plupart du temps, j'attends d'être chez moi pour faire les montages. Parce que j'ai besoin de prendre du recul, on va dire d'avaler un peu tout ce que j'ai vécu pour me le recracher. Mais après, c'est une vraie discipline de dérusher. Alors pour les gens qui ne comprennent pas forcément ce que c'est, dérusher, c'est vider ses cartes SD pour les mettre sur un disque dur, pour les sauvegarder. Et le problème, c'est que si tu fais pas ça et que le lendemain tu plantes ton drone et que tu perds ta carte SD, tu rigoles moins. Voilà, tu as 2 jours de travail, tu vois, qui disparaissent. Et là, tu t'en veux vraiment, quoi. Donc, c'est pas très drôle, mais il faut le faire, c'est important. Sinon, tu te fais avoir et tu as vraiment les boules, quoi. Ça, c'est un super conseil. Et ta rentrée chez Motor Live, alors j'avoue que j'ai cherché un petit peu quand est-ce que tu es rentré officiellement et autres. Là, j'avoue que j'ai fait chou blanc. Je n'ai pas réellement trouvé. Savoir comment ça s'est passé pour toi, parce que c'était quand même complètement différent. Habituellement, tu faisais ces choses que pour toi. Et d'un seul coup, tu devais le faire toujours de la même manière, mais pour, comme tu disais, un de tes partenaires. Comment ça s'est passé pour toi? Alors en fait, quand j'ai gagné le premier prix du festival en 2018, le premier prix, c'était d'être diffusé sur la chaîne. D'accord. Donc il y avait 0 accord financier, hein. C'était juste, voilà, j'ai gagné, on diffuse ton film, merci, au revoir. Et en fait, le film a hyper bien résonné sur YouTube. Donc en fait, moi je leur ai posé la question, est-ce que ça vous dirait... en gros, j'ai dit, j'aimerais bien essayer de continuer et peut-être de faire un 2e épisode. Et ils m'ont dit, franchement, ouais, vas-y, propose-nous un truc. Et donc j'ai fait ma tambouille tout seul. Ça a duré 1 an. Parce que j'ai rebossé en fait entre-temps dans un truc. Pour gagner, pour payer mon loyer et pour pouvoir bouffer. Et donc j'ai sorti un 2e épisode qui a très bien résonné aussi. Et en fait, très simplement, à un moment, ils ont eu des opportunités de partenariat avec des marques. Et le boss, Didier, m'appelle, me pose la question, il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire de la vidéo de tourisme, entre parenthèses, mais avec ta patte, avec ce que tu aimes faire et comment tu aimes raconter les choses, quoi. Donc moi j'ai dit grave, avec méga plaisir. C'est vraiment tout ce que j'ai fait tout ça pour ça. Donc me professionnaliser, c'était une vraie chance. Et donc j'ai écrit on va dire une idée, un concept, un machin qui s'appelle Petit Road Trip entre amis. Donc mes scénarios étaient prêts, mes choix de région étaient faits. Ah oui, t'avais vraiment déjà... Ouais. Ouais. J'étais vraiment calé sur mon truc, je savais à peu près ce que je voulais. Et j'étais prêt à partir, et puis après Covid, donc stop. Et dès la sortie du premier confinement, je crois que je suis parti tourner le lendemain enfin le jour vraiment où le confinement le confinement était levé. Et chance ou malchance, chance dans le malheur, on va dire, c'est que mon propos était principalement sur la France. Et avec le Covid, en fait, les gens n'avaient plus le choix que de rester en France et de visiter la France. Donc en fait, c'est tombé pile poil dans ce qu'il fallait et dans ce que je voulais. Donc on va dire que c'est une chance dans le malheur, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est très bien dit. Alors, il me reste 2 questions avant de te libérer sur parole. Vas-y, je t'en prie, je suis là. Alors la première, c'est ta relation à la pluie. Je veux la comprendre. Parce que tu as vraiment un bonheur extraordinaire à te voir rouler sous la pluie à chaque fois, ça me fait rire. Ah, c'est détestable, putain. C'est vraiment... je crois que c'est le pire truc, quoi. Ah, c'est extraordinaire. À chaque fois que je te vois sous la pluie, je me dis, il l'a encore pris. Ouais, et en fait... Après, je fais le choix de le montrer. Oui.
Il y a plein de gens qui le cutteraient et qui diraient bah moi ça me sert à rien. Et en fait, je trouve que c'est Ça fait partie du road trip. bah, ça fait tellement partie Ouais. du truc. C'est qu'on sait tous, quand on roule un peu, on sait tous manger des pluies de dingue. Et ben en fait, c'est presque devenu un running gag, quoi. Donc maintenant, quand j'ai pas de pluie, c'est un peu bizarre. Et ce qui est fou, c'est que depuis que je suis parti avec le side, et ben à part de la neige, j'ai pas eu de pluie. C'est déjà pas mal la neige. Bah ouais, c'est pas mal. Mais c'est beaucoup moins pénible que la pluie. Ah ouais, au final? Ouais, la Quand pluie, même. c'est hyper insidieux, ça rentre partout. La neige, c'est tout doux, quoi, tu vois. Donc, donc ouais, je pense que je me prends de la pluie comme tout le monde, mais je choisis de ne pas le cacher. Voilà, je le montre. J'adore. Continue, c'est génial. Et la dernière chose, ça serait simplement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022? Quels seraient tes projets? Quels seraient tes désirs? De continuer à avoir la flamme. Mhm. Ce que j'appelle la flamme, c'est comme quand tu te lèves le matin et que tu vois ta nana dans ton lit et que tu dis putain, je l'aime encore énormément. Moi, c'est pareil. Et je m'inquiète du jour où j'aurai plus envie, où j'aurai moins envie, où ce truc baissera un peu. Voilà, ce qu'on appelle, je pense, l'amour de quelque chose, de quelqu'un. Et voilà, il faut que ce truc-là dure le plus longtemps possible. Ben, on va te souhaiter que ce malheur-là parce que ça nous permet de rêver un peu aussi. Bah, écoute, tant mieux, ça me fait bien plaisir. Bah, écoute, en tout cas, merci Ben pour ton temps. Merci de encore m'avoir une invité. fois. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur, vraiment un plaisir. Je voulais quand même remercier également mon partenaire au passage qui nous Oui. a permis d'utiliser ses bureaux exceptionnellement, donc Freddy Speedway Accessories, je le dis bien? C'est parfait. Et donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et toi une bonne continuation pour ton road trip. Alain. Merci beaucoup et puis merci de m'avoir invité. Et puis on se revoit très vite. Avec grand plaisir. Et voilà, cette vidéo se termine et je peux vous confier quelque chose, c'est que c'est quelqu'un d'authentique. Il est aussi accessible et humain que ce que l'on peut voir à travers ses vidéos. Alors j'espère que cette pause inattendue vous aura plu. Dans tous les cas, on ne peut que lui souhaiter de garder cette flamme, en attendant de se recroiser le plus vite possible. Alors bonne soirée à tous avec un motard, un lieu, une histoire, et à très vite.